Là, comme promis, je vais parler un peu du marché de la formation professionnelle en France et après je vais le comparer au marché des États-Unis. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, si vous voulez, c'est une analyse personnelle, hein. C'est basé sur des rapports que j'ai lus, basé sur beaucoup de rencontres que j'ai faites. Maintenant, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, mais je pense que vous allez le trouver utile. Là, vous voyez devant vous donc plein de chemins possibles. Je vais essayer de vous donner le mien par rapport au futur du marché qui m'est si cher. Alors, en mars 2013, peut-être vous étiez au courant de pourquoi la réforme a eu lieu, mais voilà la base de la discussion. François Hollande, donc l'ex-président, le 4 mars, il a dit comment bien former. D'abord, mettons un peu d'ordre dans tous les organismes de formation. Il y en a d'excellents, il y a de bons et de moins bons. 55 000 aujourd'hui. Est-ce raisonnable d'avoir 55 000 organismes de formation? Nous devons recentrer le système sur moins d'organismes et exiger plus de qualité. Alors, d'abord, il s'est trompé sur le numéro, sur le nombre d'organismes. Et en fait, il y a à peu près 4 à 10 000 organismes de formation, ou plutôt des sociétés qui possèdent un numéro de déclaration d'activité. Donc, il faut vraiment faire une distinction entre les deux. On va la faire après. En tout cas, vous l'avez vu que il n'y a pas de gêne de la part de l'État sur le fait qu'il fallait avoir moins d'organismes. Donc, l'objectif de la réforme était de réduire le nombre d'organismes. Donc, après, c'est pour ça qu'il y avait DataDoc, l'exigence sur les qualités, parce qu'ils voulaient déjà faire un grand nettoyage sur les sociétés qui possèdent un numéro de déclaration d'activité, qui n'étaient pas capables donc, de proposer une démarche qualité, et donc du coup enlever quelques dizaines de milliers d'organismes. Pour le reste, donc moins de budget, on va voir tout ça après. En tout cas, c'est transparent, hein, même si vous ne le savez pas, c'est transparent. Donc, réduire le nombre d'organismes. Donc, comme vous voyez, il y a une base qui est disponible librement sur le site de l'État où vous pouvez voir tous les organismes de formation qui possèdent un numéro de déclaration d'activité. Le vôtre, il est dans ce fichier-là. Le mien aussi. Donc, on est tous référencés. Actuellement, il y a 90 000 et l'objectif, c'est de réduire fortement ce fichier pour avoir beaucoup moins. L'FFP, donc la Fédération de la formation professionnelle, dit qu'en réalité, il n'y a que 8500 prestataires, vrais prestataires de formation. Je pense qu'il y a un peu plus que ça, mais voilà, pour eux, ce sont des organismes de formation dont le code 9 et l'enseignement 8559A ou B, et donc c'est eux où l'activité de formation professionnelle est vraiment centrée prioritaire pour la formation, pour la société. Je pense qu'il y a plus que ça parce que je pense qu'il y a des sociétés qui ont eu un code NAF qui n'ont pas changé ou un code NAF qui reste le même. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup plus de ça, pas beaucoup plus, mais bon, au moins dans les 12-15 000. Alors, par contre, c'est intéressant qu'ils disent qu'il y a 4 250 sur les 8 500, donc la moitié, qui ont plus de 2 salariés. Chiffre d'affaires cumulé de 4,6 milliards. Donc, on parle de 32 milliards d'euros dans le marché, c'est pas vrai. Au niveau des coûts pédagogiques, donc le marché de la vente de l'activité de formation, on est dans les 5 milliards d'euros, ce qui est déjà bien pour un cours d'enseignant, un cours de personnel de 150 000 salariés. Donc là, je vous donne l'horizon, l'environnement de notre marché. Donc vous êtes dans ce marché-là. Et donc, vous voyez qu'il y a un vrai décalage entre le 8500, ou je pense qu'il y a plus, peut-être 10, 12, 15 000, et les 90 000. Mais bon, déjà, dans Datadog, je pense qu'ils ont au-delà de 30 000, 40 000 dossiers. Hein, donc, même l'FFP a sous-estimé le nombre de sociétés vraiment qui dépendent de l'activité de formation. En tout cas, je pense qu'ils vont facilement réduire ce chiffre en deux. Hein, donc 90 000 à 45 000 structures. Donc déjà, c'est un bon nettoyage et déjà, ce qui va permettre aux technocrates dans l'État de dire voilà le travail qu'on a fait, on l'a réduit en deux. Donc je pense que c'est plutôt ces aspects-là qui vont voir ça. Alors aussi, le système, donc c'est un professionnel réglementé. Donc peut-être vous le savez,
Là, vous voyez, beaucoup de fonds publics ne vont pas aux gens qui en ont besoin. Donc, c'est une profession réglementée, hein, comme les notaires, comme plein d'autres professions réglementées. Donc, cette profession, en fait, gère les fonds publics. Donc, l'État considère que lorsqu'un OPCA prend en charge une formation et que vous facturez l'OPCA, on facture l'État. Même si les OPCA sont des associations privées, dans la plupart, gérées par des branches, l'argent qu'ils contrôlent pour eux, donc la société cotise avec une société, hein, ils cotisent avec, la société cotise un impôt pour eux, c'est un impôt de la formation professionnelle, on le paye par exemple à l'OPCA, et cet OPCA gère cet argent, et cet argent appartient au trésor public. Donc c'est une profession réglementée. Par contre, la profession est mal réglementée, hein, et manque de moyens pour le réglementer, parce qu'il y a trop de prestataires. Parce que donc on a du mal à voir où est-ce que l'argent en réalité va pour former les gens. Il y a eu beaucoup de magouilles dans le passé où on n'a pas utilisé les fonds de formation pour payer la formation, on l'a utilisé pour autre chose. Et ça, c'est une vraie crainte de la part de l'État et de direct aussi, qui veut vraiment que cet impôt-là qui est payé est utilisé pour la formation. Donc, ils veulent mieux contrôler tout ça. Deuxièmement, c'est un peu lié au fait que c'est très facile de créer un organisme de formation. Hein. Là, ils ont un peu renforcé, mais dans le passé, c'était très très facile de le créer. On n'a pas besoin de diplôme. On pouvait simplement faire signer une convention de formation, signer quelques papiers, un CERFA, puis après, on a un numéro de déclaration. Donc là, c'est pour ça aussi qu'il y a 90 000. Donc, entre le fait qu'il y a possibilité d'utiliser un fonds pour payer des formations sans trop de contrôle, et le fait qu'on peut facilement créer un organisme fait que le marché est comme ça. Donc il y a beaucoup d'abus et c'est pour ça qu'ils veulent vraiment renforcer ces systèmes. Je pense que si je parle maintenant, c'est un peu moins votre souci, parce que vous êtes là, vous voulez vendre, donc pour moi, n'ayez pas trop de crainte là-dessus, hein. C'est simplement pour vous donner un peu plus de contexte. Alors, par contre, ce qui est encore plus important, c'est que, là je marque 60 000 CNRA, donc il y a 90 000 organismes. En Allemagne, il y a à peu près 2 000. Donc il y a beaucoup plus d'organismes en France que même aux États-Unis, hein, le plus grand marché. En fait, je crois qu'il y a plus d'organismes de formation en France qu'il y a dans le reste du monde. C'est simplement énorme. Donc, le système est unique à cause de ce système paritaire. Par contre, au niveau des résultats, moins de personnes sont formées pour le plus mauvais résultat. Hein? Donc, même si un système paritaire qui fait qu'on a créé ce système pour pouvoir avoir un meilleur accès aux formations, le résultat, c'est que, par exemple, en 2012, et là, ça n'a pas trop changé depuis, vous voyez là, le drapeau français, 36% d'accès à la formation, et ça n'a pas beaucoup bougé depuis. Mais, par exemple, en Hollande, le néerlandais, les anglais, l'Allemagne, on est au-delà de 50%, même l'Espagne, 47%. Donc, le fait que on a cet impôt qui paye pour la formation ne veut pas dire qu'on a meilleure accessibilité. Hein, donc là, c'était un problème. Alors, on n'a pas l'intention de changer les systèmes paritaires pour l'instant. On va peut-être changer des choses avec les OPCA. Mais simplement, on se rend compte que l'argent ne va pas forcément à la formation et c'est pour ça qu'il faut mieux contrôler. Donc, en 2013, l'OCDE a démontré que parmi 26 grands pays développés, la France occupait l'avant-dernière place d'un classement pour les compétences des adultes de travail. Hein, donc là, je parle des résultats, pas l'accès maintenant, mais les résultats. Selon cette étude internationale, près de 22% des adultes en France présentent un niveau très faible de littératie et de numératie. Ces chiffres rapportés aux 30 millions d'actifs impliquent donc qu'environ 6 millions d'adultes sont aujourd'hui en très grande difficulté dans notre pays. 3 millions de travailleurs en poste et 3 millions de jeunes ou de chômeurs. Alors, vous pouvez dire que oui, mais ça c'est par rapport à leur éducation, le fait qu'ils n'ont pas bien été éduqués, donc ils arrivent dans le marché du travail avec ces problèmes de compétences, des connaissances. Vous avez raison, c'est le fait qu'ils n'ont pas eu l'éducation, ils sont peut-être partis trop jeunes, et là ils arrivent avec un problème de compétences. Néanmoins, le système reste comme ça, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de formation pour pouvoir récompenser ces problématiques. Donc encore une fois, pour moi, il y a un problème d'accès à la formation et du résultat. Alors, souvent, on parle des compétences à développer pour les formations.
c'est pas vrai. Là, on est dans le socle, vous voyez, le socle vraiment des compétences de base. Souvent, nous, on parle des compétences pour améliorer sur le poste de travail, pour qu'on soit plus opérationnel. Voilà, et donc là, simplement pour vous montrer quand même que même pour les gens de base, on a du mal à les former. Alors, autre objectif, c'est de réduire les coûts. Donc, vous êtes tous au courant que le DIF a changé de CPF. Je pense que je vous apprends rien. Par contre, peut-être vous ne le savez pas, mais le DIF était à la charge de l'entreprise. C'était une charge financière pour l'entreprise. Et maintenant, le CPF est à la charge de l'État. Hein, donc, il y avait des millions et des millions d'heures. Donc, heures, ça veut dire argent, hein, euros, qui étaient sur le bulletin de paie des salariés. Ils disaient que c'était à la charge de l'entreprise. Maintenant, ils ont dit non, c'est l'OPCA qui paye. Hein, donc, c'est pour ça qu'il y a une ligne de financement uniquement pour le CPF 0,10%, que toutes les entreprises doivent payer et qui va vers pour financer les CPF, parce que maintenant, c'est les charges de l'État. Donc, c'est ce qui fait que le MEDEF a bien négocié pour enlever cette charge de l'entreprise. C'est pour ça qu'il voulait que ce soit vraiment le CPF, mais sur le dos de l'État. Alors, à l'époque, quand j'ai fait cette formation, donc, vous voyez qu'un autre objectif, c'est de réduire le chômage, toujours le chômage. Donc, le CPF vraiment pour aider les demandeurs d'emploi. Alors, ça marche plus ou moins bien. Il y a beaucoup de CPF validés pour le Pôle emploi. On voulait aussi relancer l'AFPA. Donc, l'AFPA, je crois que c'est un des plus grands, si ce n'est que le plus grand organisme d'information en France, mais c'est des fonds publics, hein, c'est l'État qui les gère, et c'était en faillite. Donc là, ils relancent l'AFPA pour qu'ils puissent traiter aussi les demandes d'emploi. Et puis après, ils vont abonder, donc avoir de l'abondement par les conseils régionaux pour les demandeurs d'emploi. Donc, vous voyez, 400 heures en moyenne par rapport aux 135 heures pour les salariés. Donc, ils vont vraiment ajouter beaucoup d'heures. Ils sont en train de les ajouter pour former les demandeurs d'emploi. Donc, vraiment, la réforme, c'était pour mettre plus de moyens, les heures, les finances, l'accès aussi, à cette formation-là pour les demandeurs d'emploi. Alors, quand j'ai pris là vous voyez extraction en 2016, mais bon, ça n'a pas trop changé, sauf que je crois qu'il est permis de conduire. Donc vous voyez que en bas, vous avez les CPF pour les salariés, en haut, les CPF pour les demandeurs d'emploi. Donc rien à voir. Hein, il y a beaucoup de changements. On a le TOEIC et le BULAT, donc pour les langues en haut. Après les VAE. Et après, en haut, par exemple, pour les demandeurs d'emploi, on a la CLEA, puis les stages de préparation SPI. Donc, vous voyez, ça change beaucoup. Donc, c'est vraiment deux publics différents. C'est très important que vous le voyez, que l'offre de formation pour les demandeurs d'emploi n'a rien à voir que par rapport pour les salariés. C'est vraiment très divisé en deux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, encore une fois, ça ne m'engage que mon opinion à moi. Ça veut dire qu'il y aura moins d'organismes. Alors, moi, je pense moins 20%. Mais bon, si ça fait 45 000 dossiers Datadoc validés sur 90 000, peut-être même beaucoup plus que ça. Mais encore une fois, quand je parle d'organismes, je ne parle pas vraiment des vrais organismes. Pour moi, est-ce qu'un organisme, c'est une société qui possède un numéro NDA? Ça veut dire qu'on peut utiliser... si on a un numéro NDA, on peut peut-être faire une formation dans toute la vie de la société. Donc, c'est pas vraiment pour moi un organisme. Pour moi, un organisme, c'est comme l'FFP dit, c'est utiliser le code NAF 8559. Mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, un organisme, c'est une société qui a une activité majeure, qui est la formation professionnelle. Donc, il y a plus de compétition pour moins d'argent. Je ne vais pas trop parler, mais je pense que vous savez qu'il y a moins de budget dans le cadre du plan de formation pour les entreprises. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de compétition. Marché scindé en deux. Donc là, j'en ai parlé dans le slide après, mais vous commencez à vraiment voir le fait qu'il y a cette division. Donc, nous, organismes, on a besoin de mieux se professionnaliser, savoir se différencier, ça on va parler dans la formation, savoir d'innover aussi, on va en parler, surtout dans le cadre du blended learning, et puis alignement des formations stratégiques avec les marchés d'autres pays. Pourquoi? Parce que vous allez voir que pour moi, on va faire un comparatif avec le marché américain qui est très focalisé sur les formations stratégiques parce qu'ils n'ont pas de budget de formation dans le cadre d'un système paritaire. C'est l'entreprise qui paye directement de leur poche les formations et ça veut dire que s'ils font une formation, c'est plutôt stratégique et prioritaire pour l'entreprise, peut-être pas pour la personne. Et là, on a une formation peut-être plus pour la personne
les formations encadrées avec les CPF, certifiants. Là, pour moi, c'est plus au merci de l'individu. Hein, c'est l'individu qui choisit. Donc, on a formation entreprise contre formation individuelle encadrée. Vous voyez? Et donc, dans le cadre des formations stratégiques, on est dans le plan de formation. C'est moins encadré, donc, parce que ça veut dire que la formation fait un peu ce qu'il veut. Très concurrentiel. Il faut faire preuve d'innovation. Retour sur investissement, ça va être très important. Et puis, il faut qu'on suive, il faut qu'on fasse la veille par rapport à d'autres marchés. Et puis, vous avez donc des formations cadrées avec vraiment un catalogue de formation, une offre de formation certifiante avec le CNCP, avec les CPF. Je pense que on peut vraiment, normalement, sauf pour certains cas majeurs, dire que les formations stratégiques, on n'a pas besoin de certification et les formations cadrées, si. Donc maintenant, je vais faire un comparatif entre les deux marchés, le marché américain et le marché français. Le marché américain étant, comme je vous expliquais, marché plutôt pour les formations stratégiques pour les entreprises. Marché français, vous l'avez vu. Donc le marché américain, donc ça, ce sont des budgets, les chiffres pour 2016. Et donc le chiffre, donc 167 milliards. Ça, c'est y compris les charges salariales. C'est pour ça que je mets 32 milliards pour le marché français. Donc, c'est pas que les coûts pédagogiques, c'est aussi combien on paye pour les salaires pendant que les gens sont en formation. C'est pour ça que c'est un budget beaucoup plus grand. Mais vous voyez que c'est plus que 5 fois plus que les Français. Donc, c'est un énorme marché. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que sur les dépenses sur la masse salariale, ils sont à 3,6% liés par rapport à 2,7%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de cotiser pour la formation professionnelle, mais ils cotisent plus. Ils dépensent plus sur la formation. Pourquoi ils dépensent plus? Parce que les Américains savent que si on fait de la formation, c'est bon pour l'entreprise. Il y a une logique d'investissement dans la formation qu'on n'a pas en France. On sait aux États-Unis qu'il faut investir dans la formation parce que ça fait qu'on est plus productif, les chiffres sont mieux, il y a une cohésion d'équipe, il y a plein de bénéfices pour la que les Américains ils ont compris pour la formation. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les thématiques, c'est qu'ils dépensent 35% de toutes les formations sont sur le management et le leadership. C'est une énorme thématique aux États-Unis et je pense que ça va être une énorme thématique en France. Là, la thématique de formation qui dépense le plus, c'est la qualité, sécurité, environnement en France. Hein? 13%. Après, c'est entre les langues, le management, la sécurité, là, c'est assez équivalent aussi. Il y a plein entre les 8 et 13%, c'est assez similaire. Alors, vraiment, aux États-Unis, ce qui sort énormément, c'est le management. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est un moyen pour l'entreprise d'investir sur les formations stratégiques. Et puis, les plus grands acheteurs, il y a le secteur de technologie, vous comprenez avec Silicon Valley, avec Google, Microsoft et tout ça, ce sont des entreprises vraiment qui ont beaucoup d'argent. Donc, eux, ils investissent beaucoup. Après, vous avez les finances et les services publics. Pareil, donc vous avez l'énergie, télécom, l'État, du côté français. Donc, voilà un peu pour le comparatif. Ce qui est aussi intéressant, c'est les modalités. Donc aux États-Unis, 47% des heures sont en présentiel, moins de 50%. 29% en e-learning, 15% en visio, 4% en social learning, donc ça c'est à travers des réseaux sociaux en entreprise. Et puis 30% maintenant sont en blended, et ça augmente. Donc ça c'est l'avenir pour moi. Là vous êtes en train de voir les chiffres d'avenir pour demain en France. Énormément de blended, c'est en augmentant. Donc blended, ce sont des formations avec plusieurs modalités, normalement avec des e-learning dedans. Et vous voyez que les formations face à face, ça baisse. Ce sont des tendances aux États-Unis. Donc eux là-bas, ils sont vraiment focalisés sur les LMS qui proposent beaucoup de contenu complété par des formations en présentiel. Alors, au niveau des acheteurs, donc, nous, on connaît ce qu'on appelle le responsable formation, mot pour mot, training manager. D'accord? Ils appellent ça responsable formation. Par contre, ça, c'est il y a quelques années. Après, ils ont changé pour learning development manager. Donc, ça, c'est développement de compétences et apprentissage. Mais par contre, ça aussi, maintenant, c'est ancien.
Ça a changé à Learning and Performance Manager, donc c'est apprentissage et performance sur le poste de travail, la personne qui s'occupe de ça. Et encore maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est le développement des talents. Donc le mot-clé aux États-Unis, maintenant, c'est les talents. Ils veulent vraiment reconnaître les talents en entreprise, ils veulent vraiment développer ces talents. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les talents quittent l'entreprise. Pour eux, c'est le capital humain. Ils veulent vraiment que les talents, les gens qui ont du potentiel, les gens qui sont au service de l'entreprise, et ils veulent les garder, ils veulent les former. Et donc, le responsable de formation, c'est plus quelqu'un qui gère juste un catalogue ou une offre de formation, c'est quelqu'un qui est responsable d'identifier et de développer les talents en entreprise. Donc, voilà le nouveau titre d'un responsable de formation. Alors, qu'est-ce qui intéresse un Talent Development Manager? Donc, ça, c'est la dernière slide. Il est Andrea K, donc elle est intéressée, par exemple, par le retour sur investissement. Elle dépense de l'argent, voilà. Quel est le retour là-dessus? Elle est intéressée par les meilleures pratiques, les best practices, l'échange avec d'autres responsables de formation. Ça, c'est très important pour elle, ou d'autres responsables parlant de talent, développement de talent. Elle est intéressée par l'efficacité. Donc, ce n'est pas que la qualité. Elle n'est pas intéressée forcément par la qualité, elle est intéressée par l'efficacité. Et ça, si vous voulez, ça rejoint aussi les résultats, les retours sur investissement. Elle veut absolument que, si on fait une formation, que sur le terrain, ça marche. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle est intéressée par la conception. Souvent, des responsables, les acheteurs de formation, eux, ils ont des certificats, ils ont des diplômes en tant que quelqu'un qui sait développer du contenu ou concevoir une formation. En France, on a tendance à avoir des acheteurs qui gèrent les demandes, les achats, mais ils n'ont pas forcément la qualification pour être formateurs eux-mêmes ou puis pour concevoir des formations. Aux États-Unis, si. C'est vraiment un métier à part. Un métier où on peut se qualifier, on peut avoir des diplômes. Alors, ils sont intéressés par l'accompagnement de la part des prestataires de formation. Donc ça, je pense qu'on est un peu pareil avec le marché français. Et ils sont aussi intéressés pour le big data, donc ça, c'est les données. Ils veulent analyser les données. Donc, on rejoint encore une fois l'efficacité des ressources d'investissement. Comment on peut analyser les indicateurs pour prouver l'impact d'une formation sur le terrain. Donc, voilà ce qui intéresse un responsable comparatif avec un responsable formation américain qui est maintenant de développement de talent. Pour moi, c'est l'avenir pour nous en France. D'accord? Là, j'essaie de vous montrer un panorama de ce qui va se passer d'ici 5-10 ans en France pour que vous compreniez que les modalités pédagogiques changent, ce que veulent les acheteurs change, les thématiques de formation qui vont changer, le niveau d'argent qu'ils vont investir. Pourquoi? Parce que pour eux, encore une fois, la formation, c'est un investissement. Ce n'est pas juste de l'argent qu'on peut mettre n'importe où. Non, c'est de l'investissement et il faut prouver son investissement. Voilà, j'espère que ça vous a donné quelques pistes, quelques idées par rapport à ce marché. En France, on ne peut jamais dire que comme ce qui se passe aux États-Unis va se passer en France. On ne peut pas parce que c'est un système paritaire. Par contre, je pense que le marché va scinder en deux. Et je pense que donc ces grosses entreprises qui ne dépensent pas de l'argent à travers les OPCA, ils vont faire comme les entreprises américaines et c'est comme ça que vous allez voir les choses. Et de l'autre côté, les lignes de financement pour le CPF, et puis pour d'autres lignes de financement, là on est plutôt dans un marché réglementé. Donc voilà les deux marchés et voilà un peu le futur.